Allez, cette semaine, on se transforme un petit peu en Maïté, on fait la cuisine ensemble et je vous donne 3 ingrédients nécessaires pour réussir votre reconquête amoureuse. La recette est prête et on commence la tambouille juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions hebdomadaires autour de votre reconquête amoureuse. Nous savons tous que la rupture amoureuse est une terrible épreuve. Vous m'avez entendu dire le mot traumatisme à de nombreuses reprises. Là où les choses commencent à différer d'individu en individu, c'est dans la gestion de cette dernière. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des efforts à fournir, et puis du positionnement aussi vis-à-vis de cette reconquête amoureuse. C'est pas extrêmement étonnant entre l'instinct, les préjugés et les conseils qu'on peut recevoir à gauche, à droite, les sources d'erreurs, d'incompréhension, et puis les sources qui entrent aussi en conflit les unes avec les autres sont extrêmement nombreuses. Aujourd'hui, donc, dans le contenu du jour, j'ai décidé de recenser 3 ingrédients qui sont, à mon sens, absolument nécessaires à la réussite d'une reconquête amoureuse. Attention, petit disclaimer, vous le savez très bien, c'est absolument pas le style de la maison. On n'est pas sur de la formule magique, le truc qui nous fera claquer des doigts et où l'ex va revenir en courant frapper à notre porte. Si c'est ça que vous cherchez, clairement, vous vous êtes trompé de canal YouTube. En tout cas, l'idée est véritablement là. On va essayer de mettre en relief tout cela ensemble et on commence avec, comme d'habitude, la première de nos idées, la première de nos parties qui est l'acceptation de la souffrance. Il va être nécessaire d'accepter cette douleur. Alors je ne suis pas en train de vous dire de vous asseoir et d'accepter qu'on vous fouette au martinet dans le dos, mais il y a un certain degré de réflexion à avoir. Nous vivons dans un monde où l'individu est le centre, j'ai envie de dire, de l'univers, le centre de tout. On est passé d'une vision extrêmement sociétale, d'une vision où le groupe était le plus important, aujourd'hui à une vision excessivement égocentrée. N'y voyez pas de reproches, on est véritablement dans le développement du développement personnel. Le développement du développement, c'est exactement ça. Cette idée que l'individu en tant que tel a son importance et une importance qui est un petit peu écrasante vis-à-vis des autres. On voit par exemple de grands débats sur l'affirmation personnelle, sur la quête du bonheur, sur la gestion des conflits, etc. etc. Alors qu'avant, on était beaucoup plus sur une vision de l'unicité, de l'unité, de l'entente, etc. etc. On est plus quand même sur le comment s'affirmer que comment réussir à s'intégrer, faire partie du groupe, etc. etc. On le voit dans les débats avec l'émergence de très nombreuses minorités qui ont une voix, qui veulent une voix, et parfois de grands conflits entre ces dernières et puis la fameuse majorité silencieuse, quel que soit le classement et quels que soient les compartiments dans lesquels on classe les gens. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'au moment d'une rupture amoureuse, il y a nécessairement un fort degré de souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une injustice, parce que celle qui voudrait que la personne face à nous ne respecte pas la promesse, le contrat moral qui existait entre les deux individus qui étaient dans le relationnel. On est censé être une épaule, on est censé être dans l'écoute, être dans le partage, dans tout ce qui fait le ciment du couple, la communication également. Et là non, on a face à nous quelqu'un qui prend une décision, qui nous laisse sur le bas-côté et qui nous laisse face à cette acceptation, j'allais dire naturelle. On n'a pas le choix que de se dire ok, le couple est terminé, je ne peux pas rester dans cet appartement, je ne peux plus te considérer comme la personne avec qui je fais mon quotidien, etc. etc. À partir de là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, notre environnement va nous pousser à relativiser cette souffrance. Et le moment où on va rentrer dans la logique de reconquête amoureuse, telle qu'en plus elle est prônée sur cette chaîne, avec une compréhension, avec du sourire, avec du dynamisme, ça va clairement nous marginaliser. Nous, on va complètement accepter cette idée que la souffrance est quelque chose
d'abord de tout à fait normale, mais aussi une énergie qui finalement quelque part est même nécessaire pour la transformer en quelque chose de positif qui va nous pousser à faire des efforts, qui va nous pousser à entrer dans le contraste, qui va nous pousser à jour après jour continuer finalement à travailler dans le bon sens. Et c'est là que la marginalisation dont je parlais va complètement opérer, parce que face à nous, on a des catégorisations absolues qui font de l'ex une espèce de personne diabolique. On a cette nécessité d'acceptation du fait que quand c'est terminé, ce qui n'est pas faux. C'est juste qu'il faut continuer le raisonnement et la phrase en disant que quelque chose qui est terminé donne forcément naissance derrière à quelque chose de différent, et ce différent, on peut le modeler avec notre manière d'agir, notre manière de voir les choses, notre manière de communiquer. Et un relationnel qui se termine d'une manière ne signifie pas nécessairement que derrière il doit y avoir une absence totale de communication, d'échange, et que de là ne puisse absolument rien renaître. Mais notre environnement est excessivement radical, il est définitif. Ce qui est terminé, on est dans la société d'ultra-consommation. Quelque chose qui est cassé, on le jette et on passe vite à autre chose, et on va en recommander un sur internet. La qualité, on s'en fout, nous on veut de la quantité. Personnellement, dans la vision de la reconquête amoureuse, on est un peu old-fashion. Nous, on va plus viser justement sur la qualité, sur le fait de non pas réparer le relationnel, puisqu'effectivement, il y a une vraie fracture, il y a une vraie cassure, mais sur l'idée de le modifier, de réutiliser certaines pièces pour recréer quelque chose de nouveau. On peut appeler ça presque du recyclage si vous le voulez. En tout cas, on va voir cette espèce d'opposition. Et moi, j'avais une vision que je trouve assez sympathique. Pour moi, la souffrance post-rupture amoureuse, c'est cette espèce de courbature du couple et de la rupture amoureuse. Cette image, quand on va faire du sport, quand on sort de la salle de sport, quand on sort de son tournoi, quand on sort de son match, le lendemain, en général, si on a bien travaillé, on a les jambes en feu. Et le surlendemain, c'est encore pire. On a mal partout, on ne peut plus marcher, on a du mal à se lever de notre lit. Pour autant, ce qui est en train de se passer de manière physiologique, c'est qu'on a cassé les fibres de ces muscles, et que justement ces efforts-là, si derrière ils seront répétés, et puis il faut une bonne alimentation, etc., mais ils vont gagner finalement en grosseur, en capacité, plutôt que d'être complètement détruits. Quand on a une courbature, on ne s'arrache pas la jambe pour l'acheter à la poubelle. Et ben moi, c'est un petit peu ce que je vois dans la reconquête amoureuse. Cette souffrance-là, elle est acceptable, mais elle n'est pas acceptée par notre environnement, et c'est pour ça qu'il y a un grand débat, et que personnellement je me retrouve très souvent en opposition avec des gens qui sont soit l'environnement des personnes que je coach, soit même des professionnels comme les psychologues, qui eux vont être basés sur votre bien-être à vous, votre bien-être immédiat. Et c'est normal, vos amis par exemple sont également là pour ça, pour vous changer les idées, vous faire retrouver goût à la vie, vous faire comprendre qu'il y a une vie après la rupture amoureuse, ce avec quoi je suis complètement d'accord, mais dans leur logique à eux, il y a une exclusion totale, absolue et nécessaire de tout rapport avec l'ex. Là par contre, je suis beaucoup moins d'accord, parce qu'on va s'apercevoir que cette souffrance-là va nous faire réaliser ce qui s'est passé dans le couple, va nous faire réaliser ce qu'est finalement une rupture amoureuse, et va commencer aussi à nous faire réaliser ce que peut être une reconquête amoureuse. On a brisé quelque chose, on veut le reconstruire de manière différente. La souffrance, pour moi, ne fait pas de vous des victimes en fin de compte. Et là, je sais que, comme je vous le disais, ça crée une forme de cassure, d'opposition avec notre environnement. Donc pour moi, il y a une acceptation de la souffrance, pas dans le sens, encore une fois, où je vais me rouler par terre en position fétale, mais dans le sens où ça me donne une énergie particulière que je vais ensuite aller transformer sur le terrain. En tout cas, on passe à notre deuxième partie, qui est l'acceptation du fait de réévaluer nos certitudes. Je sais que je ne sais rien. Cette phrase est attribuée à Platon. Alors je ne vais pas aller en vérifier la véracité historique, mais je suis absolument tous les jours confronté, en tout cas, à des
certitudes, on va les appeler comme ça, parce qu'en fin de compte, on va s'apercevoir sur le terrain qu'elles ne sont pas du tout réelles, mais des certitudes qui sont bien présentes en nous au moment d'une rupture amoureuse, que ce soit sur le statut de la possibilité relationnelle, sur la communication, sur les réflexes de la personne que j'ai face à moi, ou sur ses pensées, sur tout ce qui va graviter autour de la personne que j'ai face à moi, autour de mon ex. Et quelque part, c'est un petit peu normal. On a vécu en couple X mois, X années avec cette personne, donc on pense la connaître, et puis on a vu plein de ruptures amoureuses, et puis on sait comment on se sent, et puis on est influencé par tous les on-dit, les aides, les jugements qui se trouvent autour de nous. Donc nécessairement, on se construit son set de réactions, de réflexions. Très souvent, lorsque je discute avec quelqu'un, on me répond « Ouais, mais tu sais, moi, dans mon cas, il y a ceci, il y a cela qui est une barrière. Oui, mais moi, mon ex est comme ci et comme ça, donc il ou elle va réagir de telle ou telle façon. » Et finalement, on se trouve dans quelque part une étanchéité vis-à-vis des principes de la reconquête amoureuse, vis-à-vis de la simplicité, vis-à-vis de la légèreté, parce que, encore une fois, les préjugés environnementaux sont excessivement présents. Le problème, c'est que ces préjugés-là, ils sont peu ou pas adaptés à ce qu'est la réalité du relationnel, à ce qu'est la réalité de la situation, et ça nous pousse véritablement à assez rapidement entrer dans des logiques stratégiques, si vous voulez. Puisque les ex réagissent comme ça, puisque je sais que mon ex est comme ci, mon ex est comme ça, eh bien, je vais faire appel à mon instinct et je vais faire appel aux idées reçues qui semblent être les plus simples et les plus logiques, et ça nous donne effectivement des silences radio, et ça nous donne des volontés démonstratives, et ça nous donne des posts sur les réseaux sociaux où je coupe la moitié de la photo pour être un petit peu dans le mystère de. Ça nous donne des idées comme la jalousie, ça nous donne des idées comme les grandes déclarations, les lettres, le fait d'aller parler à la famille, etc., etc. Ça nous donne des choses qui, la plupart du temps, mènent droit dans le mur, justement parce que ces certitudes-là sont basées je trouve pas d'autre explication qu'un manque de psychologie réelle et un manque d'empathie réelle. En fin de compte, on pense savoir, on pense connaître les réflexes de l'autre dans une situation qui, est nouvelle, et qui dit nouvelle réalité, dit nouvelle nécessité d'adaptation, donc des nouveaux réflexes, des nouvelles réflexions. Donc on pense connaître l'autre dans une nouvelle réalité et dans une opposition vis-à-vis de nous. En fait, ce qu'on analyse, c'est notre propre reflet dans les yeux de l'autre, quelque part. Soit ce qu'on aimerait que notre ex nous donne comme information, comme retour, comme attitude, soit ce qu'on a peur qu'il ou elle nous donne et nous partage, très clairement. Donc on est dans quelque chose qui très rapidement nous enferme dans un carcan de réflexion où on se met des limites absolues qui sont bien souvent basées sur du vent, basées sur pas grand-chose, parce que ça aussi c'est à mentionner. Je sais que souvent au moment de mentionner notamment le système crise, j'ai des réticences. Et le plus amusant dans mon siège, c'est quand on voit ces réticences et que la personne se dit « Ouais, bon écoute, je vais essayer » et qu'on se met à être souriant, à être simple, à être agréable, et que, oh mon Dieu, on a des résultats extrêmement positifs. Parce que non, on s'attendait à ce que ce soit un véritable conflit, à ce que la personne soit nécessairement extrêmement fermée. On pensait avoir besoin de quelque chose de plus important, de plus dur, de plus violent, de plus coercitif, parce que c'est la manière dont la rupture amoureuse est conçue autour de nous. En fin de compte, on est un petit peu basé sur une espèce de fausse empathie, une pseudo-compréhension des réflexes de l'autre qui, et pour moi ça aussi c'est, j'en avais parlé il y a longtemps de cela, une espèce de fausse compréhension. On se base sur l'idée que la personne face à nous est en contrôle de ses réflexions, en contrôle de ses sentiments et en contrôle de cette froideur qu'on devrait partager avec vous. Ce qui est absolument faux. Vous avez face à vous un être humain qui ne sait pas où il met les pieds au moment où il choisit la rupture. On a une idée globale de la manière dont les choses vont se passer, mais on n'a pas en fin de compte de savoir, de connaissance sur ce qui va matériellement nous arriver d'un point de vue psychologique, intellectuel, émotionnel. Lorsqu'on met vraiment les pieds dedans, il y a des conséquences qui n'étaient pas forcément attendues
très clairement. Et encore une fois, votre ex vit ça de manière beaucoup plus animale que nous. Et le contraste n'est pas quelque chose auquel on s'attend de la part de la personne qui part. Donc oui, il va falloir accepter de réévaluer nos certitudes vis-à-vis de notre ex, vis-à-vis de la reconquête amoureuse en général. Parce que amusez-vous à lire les commentaires sous mes vidéos notamment, ou sous même les vidéos d'autres créateurs de contenu qui s'intéressent au relationnel, et vous allez voir que des préjugés, des préconçus, il y en a tout un paquet incroyable, souvent mêlé d'aigreur en plus, et ça clairement, non, c'est pas le chemin pour mener une reconquête amoureuse, on est bien d'accord. En tout cas, notre troisième idée, on se lance dedans maintenant, c'est qu'on va avoir besoin d'accepter la simplicité et évidemment la répétition des efforts. La rupture amoureuse, comme je le disais en introduction, c'est sans doute l'une des plus grandes épreuves qu'on va être amené à affronter, notamment d'un point de vue relationnel. Il n'y a pas pire, en tout cas là tout de suite ça ne me vient pas en tête, que le fait de voir quelqu'un qu'on aime du fond du cœur, avec qui on a construit et on veut continuer à construire, nous dire « moi je ne veux plus, ce n'est plus possible », continuer son chemin et en plus potentiellement se rapprocher de quelqu'un d'autre. Ça nous fend le cœur, ça brise toute possibilité, en tout cas intellectuelle, toute vision d'un futur qui soit radieux. On imagine ne pas pouvoir vivre sans cette personne. On voit tout qui s'effondre face à nous. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement violent. Face à ça, ça aussi, j'en avais parlé et j'en parle relativement souvent, on se dit qu'il va me falloir des armes incroyable pour révolutionner, pour passer du non au oui. Il va falloir que je trouve cette stratégie absolue, il va falloir que je trouve ce truc incroyable. Bref, il faut que je parte en croisade. Il faut un truc incroyable. Donc ce qu'on veut techniquement, c'est un plan d'action de A à Z. Je fais ça et si il réagit comme ci ou comme ça, et bien là j'aurai ce type de réaction ou ce type de réaction. Je suis prêt à une adaptabilité absolue. Je ferai tout ce qu'il faudra pour, très clairement, avec des espèces d'arborescence sur chacun des choix. Ça s'appelle une équation. Voilà, ça s'appelle une formule mathématique, chimique, ce que vous voulez. Ça, c'est un raisonnement qui n'existe pas dans le relationnel humain. Dans le relationnel humain, il y a très peu de contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il y a les notions de spontanéité et parce qu'encore une fois, nos réflexions, nos impressions, nos émotions sont extrêmement changeantes et sont le fruit des expériences que l'on peut faire, de la plus simple à la plus complexe. Donc oui, on peut absolument changer d'opinion, d'avis, sans être capable de le prédire 5 minutes avant que ça arrive. Techniquement, ce sont les choses qui se passent autour de nous qui vont avoir une influence. Après, évidemment, on y réfléchit plus ou moins profondément, mais très clairement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, dans le cadre d'une rupture amoureuse, bien évidemment qu'il y a une décision qui est ferme, qui se veut définitive, donc votre ex ne va pas changer d'avis en 5 minutes comme ça parce que vous avez fait un sourire, mais malgré tout, dans l'idée de la rupture amoureuse, il y a cet arrêt sur image, la fameuse image arrêtée qu'on a de vous dans le relationnel qui n'apporte pas ce qu'il faut, qui n'est pas capable de ci, qui n'est pas capable de ça, qui fait ci, qui fait ça, qui fait des erreurs, etc. Absolument. On n'imagine pas au moment de la rupture amoureuse que vous soyez capable d'entrer dans du sourire, du dynamisme, un véritable travail personnel et sur le fait de suivre ces idées-là. Parce que une des plus grandes erreurs de la reconquête amoureuse que moi je peux voir dans le panel de gens que je peux suivre, c'est qu'on va se lancer, on va accepter finalement. On va réévaluer nos certitudes, on va se dire ok, je vais accepter le sourire, je vais accepter le dynamisme, je vais bosser de mon côté. Tout ça, je le fais. Et puis, il y a un moment où ça me gave parce que j'ai pas assez de retour de la personne que j'ai face à moi, parce que il ou elle met du temps à se rapprocher de moi ou je ne sais quoi. Et là, on abandonne tout ça au profit d'une grande déclaration. Mais ça, finalement, c'est une visée qui est complètement stratégique. Et c'est plus ou moins ce que votre ex s'attendait à ce que vous fassiez. On a besoin de crédibilité. La crédibilité, elle ne s'acquiert qu'à travers un seul phénomène, c'est la récurrence. Et la récurrence, moi, je lui donne un autre nom et j'appelle ça roulement de tambour, incroyable surprise. Alors là, je vais vous prendre complètement à contre-pied.
la linéarité. On a besoin de faire toujours la même chose et on a besoin de se dire, et c'est une réalité, que ce qu'on propose à la personne qu'on a face à nous est extrêmement simple. On n'a pas besoin qu'à chaque fois qu'on le contacte ou qu'on la contacte, il se dise « Ouh là là, alors qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors là, il est comme ci, la dernière fois, il était comme ça. Qu'est-ce que ça, pourquoi ?» Quelle pression! Si vous êtes changeant en permanence et si tous les rapports sont complexes, on va relier ça à un manque de stabilité de votre part, donc le fait que finalement vous soyez dans une forme d'attente. Et puis surtout, on ne va pas avoir envie de gérer ce genre de choses. Très clairement, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais dans la reconquête amoureuse, le personnage central, c'est vous, votre évolution, votre changement, mais on est obligé de se mettre dans la peau de la personne que vous avez face à vous et à travers une véritable empathie intellectuelle, pas juste une pseudo-empathie intellectuelle. On veut vraiment se dire, voilà, si je suis à la place de mon ex et que j'ai face à moi tel ou tel type d'attitude, qu'est-ce que ça va créer? Et qu'est-ce que je dois créer? La question, qu'est-ce que je dois créer? La réponse, il n'y en a qu'une, de la simplicité. On sait que la rupture amoureuse est un conflit et sans doute le pire conflit qui puisse arriver à deux êtres humains qui s'aimaient. Donc matériellement, le contraire du conflit, qu'est-ce que c'est? La résolution du conflit, elle se fait parce que l'une des deux personnes dépose les armes, parce qu'on veut montrer qu'il y a une autre voie que celle du conflit. Mais le problème, c'est qu'il y a le pacte au milieu de tout ça. Donc comment est-ce qu'on contourne toutes ces idées? Comment est-ce qu'on montre que moi, cette guerre-là, je ne veux pas la mener? Je ne suis pas en train de mener cette fameuse croisade. Je passe à quelque chose qui ressemble à du déplacement du focus, je passe à quelque chose qui ressemble à une absence de pression, je passe à quelque chose qui est plus la volonté de non pas rester dans mon coin, mais de travailler sur moi. Et les moments où je relie les ponts, les moments où je reviens vers toi, mais je ne le fais absolument pas avec une attente que tu te jettes dans mes bras, mais au contraire en créant quelque chose de dynamique, en créant quelque chose de positif et en créant quelque chose qui, in fine, sera donc contrasté. Et ça, oui, il va falloir accepter, malgré l'absence de résultats assurés, parce qu'on ne peut absolument jamais savoir, mais ce qui est sûr, c'est que cette idée de simplicité, elle a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un écho chez la personne que vous avez face à vous et que vous aimez toujours, que le fait soit de rester dans votre coin à rien faire sans jamais communiquer, sans jamais recréer ces ponts-là, parce que le silence radio, c'est quand même la première preuve de conflit qui existe, soit en étant au contraire dans une espèce de pression avec des ultimatums, avec des déclarations, avec des lettres, avec des « t'es sûr que ton choix il est bon parce que moi je suis pas d'accord avec toi ?» Non, très clairement on réagit rarement très bien à cela. Donc il nous reste une seule solution qui est cette simplicité et cette simplicité. Et si je le répète 3 fois, c'est pour mettre une emphase sur l'idée de répétition des efforts. Et ces 3 ingrédients, ils sont tous les 3 nécessaires effectivement à la réussite d'une reconquête amoureuse. Tous les cas que j'ai vus arriver jusqu'au bout, présenter en tout cas ces ingrédients dans le plat principal, j'ai envie de dire. Voilà pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Les likes sont très appréciés et nécessaires pour que la chaîne continue à grandir, tout comme les abonnements. Donc si vous voulez vous abonner et recevoir toutes les notifications, vous appuyez également sur la petite cloche. Et vous savez que les vidéos quotidiennes sont également disponibles. Il vous suffit d'appuyer sur la petite carte qui apparaît à l'écran ou sur l'un des liens pour rejoindre la chaîne. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!